Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Le 17 octobre dernier, Christelle Carmona et Rémi Simon-Pietri, journalistes à la Provence, réalisaient un dossier sur le business florissant des influenceurs, un phénomène connu qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux et dont la tendance inquiète aussi pour le public visé, car derrière les influenceurs, il y a les influencés, et c'est ce sur quoi nous allons revenir dans ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. À Christelle Carmona, comme je le disais, vous êtes journaliste à la rédaction de la Provence, vous êtes la co-autrice de ce dossier sur les influenceurs. Tout simplement, d'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce sujet ? On s'est intéressé aux influenceurs parce qu'on voulait savoir ce qui se cachait derrière ce terme qui est un peu un terme fourre-tout. On en entend parler dans l'actualité. Ils sont à la télé, ils sont sur le portable de nos ados, et on voulait vraiment savoir ce qui se passait derrière ce terme. Et pour mieux comprendre ce qui se cachait derrière le terme d'influenceur, vous avez interrogé l'ARPP, soit l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Qu'avez-vous découvert en interrogeant l'ARPP ? C'est qu'il n'y a pas vraiment de définition, justement, il n'y a pas vraiment de cadre légal, même si aujourd'hui les influenceurs se professionnalisent. L'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, tente de donner une définition, mais même pour elle, un influenceur, c'est un individu qui a une prise de position et qui la partage par écrit, par audio, par vidéo. Donc on voit bien que c'est aussi un petit peu flou. Alors pour les connaître, partons à leur rencontre. Comme vous le disiez, Christelle, les influenceurs sont partout. On les retrouve notamment chez les stars de la télé-réalité comme Nabila. Allô ? Non mais allô quoi ? T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô ? Allô ? Ou encore Alex et Nina. Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit en live, aujourd'hui on fête nos 2 ans d'amour avec Alex. À l'occasion, on a voulu aller à Champs-Rousse, mais sur la route... Des influenceurs connus partout en France et petites spécificités régionales, ils sont nombreux dans le sud, comme Doris Nosfashion que vous avez contacté. Alors Doris, elle est influenceuse, c'est une Marseillaise qui a tout arrêté pour animer son compte à Insta, donc pour s'intéresser à la mode, au lifestyle, postant donc des stories en collaborant avec des marques. Comment l'avez-vous abordé ? En tout cas, on s'était approché de Doris pour qu'elle nous parle, qu'elle nous raconte son quotidien, qu'elle nous dise exactement ce qu'elle faisait, qu'est-ce que c'était qu'être aujourd'hui un influenceur. Elle était OK dans un premier temps pour nous parler, et puis elle voulait vraiment faire la différence entre un influenceur de la télé-réalité, entre un créateur de contenu. Il fallait qu'elle parle à son agent. Et puis finalement, elle ne nous a pas donné suite. Est-ce que ce refus est logique selon vous ? C'est aussi un métier d'image, donc il faut contrôler de A à Z. Et quand on s'exprime et quand on raconte ce qu'on fait, on n'a pas toujours le contrôle de la chose. Plus d'Isère sur le sujet, vous avez contacté Kevin Gage. Alors Kevin Gage est connu dans le monde de la télé-réalité pour avoir participé à l'émission baptisée Les Marseillais. Comme la plupart des célébrités du petit écran, il surfe sur sa notoriété via les réseaux sociaux comme Instagram. Et lui, il a une façon particulière de parler de son business. Il est très actif. Alors lui, il nous présente la profession un peu comme un joueur de foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout marche bien pour lui, les marques le démarchent. Ils présentent leurs produits, ils signent des contrats, ça peut s'arrêter dans 2 ans, ça peut continuer encore 5 ans. Donc aujourd'hui, ça marche pour lui, tant mieux pour lui. Il a aussi changé d'agence. Il était chez Shona Evans de Magali Berda, comme beaucoup de ses copains marseillais. Il a changé d'agence dernièrement, comme un joueur de foot change de club. Il vous a dit combien il gagne grâce à son activité sur les réseaux sociaux ? Non, alors évidemment, il parle en toute tranquillité, il est assez décomplexé sur le business, mais il faut pas trop parler chiffres. Ça les gêne parce que ce sont de gros contrats. On sait qu'un poste pour certaines marques peut rapporter jusqu'à 10 000 euros. Un poste dans le langage des influenceurs, c'est une courte vidéo dans laquelle celui qui la réalise peut faire la promotion de tel ou tel produit. Mais alors, est-ce que ça marche auprès du public de l'influenceur ? Et ça, c'est ce que vous avez voulu savoir, Christelle, en interrogeant Fiona. Et Fiona, elle a 17 ans. Qui a vu un petit peu l'évolution du monde des influenceurs et qui raconte qu'effectivement, au tout début, donc c'était pas Instagram, mais c'était YouTube, et qu'elle se laissait hypnotiser, entre guillemets, par les vidéos de Natou, de Sananas, de Squeezie. Des vidéos qui duraient assez longtemps. C'était sur YouTube, il y avait un autre format qui pouvait durer 5 minutes pendant lesquelles
les produits étaient présentés et elle avoue 5-6 ans plus tard qu'elle se serait bien laissée tenter par certains d'entre eux. Est-ce que Fiona vous parle de produits en particulier ? Oui, alors il y a le kit de blanchiment des dents qui a été à la mode passé un temps. Elle nous parle des boissons minceurs, des shakers. Elle nous parle aussi des gaines amincissantes. Donc quand on a 12 ans, ça peut faire quelques dégâts. On peut, selon vous, percevoir un risque dans la mise en avant de produits de consommation à travers des vidéos d'influenceurs. À 12 ans, on est un petit peu plus sensible sur les questions de poids quand on est une adolescente ou un adolescent. Et effectivement, il y a peut-être un danger à placer certains produits sur les réseaux aujourd'hui. Aujourd'hui, Fiona a 17 ans. Qu'est-ce qu'elle vous dit sur la promotion des produits qu'elle voit dans les vidéos ? Avec le recul aujourd'hui, oui, elle le regarde un petit peu avec amusement, mais puisque c'est certaines vidéos, c'est vraiment des placements de produits à la chaîne. Et aujourd'hui, effectivement, elle avoue, elle ne tombera pas dans le piège. Bande passante, l'info décryptée. Mais pour un ado qui ne tombe pas dans le piège des placements de produits, combien se laisse influencer par la promotion de telle ou telle marque ? C'est ce que vous avez voulu savoir, Rémi Simon-Pietri, en interrogeant Olivia Petit. Qui est Olivia Petit ? Alors Olivia Petit est enseignante-chercheuse spécialisée en neurosciences. Elle est intervenue d'ailleurs au Parlement européen en février dernier pour parler de l'impact des influenceurs sur le cerveau et sur le comportement des influenceurs sur les consommateurs. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va au-delà de la simple analyse psychologique. Olivia Petit s'intéresse directement au cerveau et aux réactions physiques du cerveau en situation d'influence lorsque les personnes sont sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, et comment ils réagissent de manière physique à ces posts. Une approche scientifique qui respecte un protocole bien spécifique. Elle expose les participants à des stimuli et elle regarde la réaction du cerveau humain face à ces posts auxquels ils sont soumis. Et elle s'aperçoit dans ces recherches-là, qui sont très encadrées bien sûr, que la réaction est différente en fonction de l'âge du consommateur. C'est-à-dire qu'un enfant entre 12 jusqu'à l'adolescence, 18 ans, va être beaucoup plus réactif et donc influençable et manipulable face aux influenceurs. Là où l'adulte, la réaction du cerveau est beaucoup plus minime. C'est ce qu'elle appelle d'ailleurs, pour comprendre ce phénomène, les aires cérébrales qui sont pas encore forcément développées jusqu'à l'âge de 18-22 ans chez les enfants. Et ce qui l'amène à penser que ces derniers sont beaucoup plus influençables que les adultes. Concrètement, Rémi Simon-Pietri, qu'est-ce que cela révèle ? En fait, l'adolescent n'a pas conscience finalement d'être soumis à un contenu de type publicitaire ou d'être soumis à une influence en fait. Précédemment, Christelle Carmona partageait le témoignage de Fiona, adolescente intéressée par un kit blancheur pour les dents, alors qu'elle n'en avait pas besoin. Comment la chercheuse Olivia Petit explique cette tentation ? Il y a deux niveaux en fait au niveau des influenceurs. Il y a le côté visible, c'est-à-dire que un influenceur qui est connu va avoir beaucoup de followers, donc il va forcément avoir un impact sur les jeunes qui les suivent. Et donc une enfant de 12 ans qui pense qu'un kit de blanchiment dentaire peut être utile pour elle, ça n'a pas d'intérêt. Et là où c'est intéressant, c'est qu'Olivia Petit dit que cet impact est réel et il est quantifiable via une réaction concrète du cerveau. Et ça, c'est visible chez les enfants, donc c'est très intéressant de ce côté-là. En quelque sorte, c'est l'intimité créée par l'influenceur dans ses stories sur Instagram ou un autre réseau social qui va doper la relation de confiance. Oui, c'est justement le premier niveau en fait, c'est-à-dire que ces influenceurs-là, ou créateurs de contenu, vont pour la plupart du temps partager des moments de leur vie chaque jour, au quotidien. Ça peut être des heures de story quotidiennes sur ce que fait le chat, sur ce que je mange, sur ce que je fais au cours de ma journée. Dans ce flot de story postées, on est en confiance, on connaît la personne, on sait son intimité. On va être amené à découvrir un produit qui va être présenté par cette influenceuse ou cet influenceur. La proximité qui s'est créée fait on a les mécanismes de défense qui sont un peu moins développés que si on avait une pub à la télé qui est clairement identifiée en tant que pub, et là on sait qu'on veut nous vendre quelque chose. L'influenceur va utiliser ce procédé pour vendre des produits à des jeunes ou des moins jeunes, puisque ça touche tous les types de publics. Mais ces études montrent que les plus jeunes sont beaucoup plus influençables par ces contenus qui ne sont pas forcément toujours identifiés en tant que publicité. Une influence qui peut aussi mettre mal à l'aise quand telle ou telle célébrité fait la promotion de produits dangereux comme les comptes de pronostiqueurs sportifs. Sur ça aussi, Olivia Petit lance l'alerte. Parce que
Il y a une mise en avant de la part de beaucoup d'influenceurs, notamment dans le milieu du football, sur des sites de paris sportifs, des contenus sponsorisés tout au long de la journée qui incitent à jouer à des jeux d'argent. N'hésitez pas à aller rejoindre mes amis, tout simplement parce que l'un fait gagner de l'argent et l'autre des V-Bucks. Et on connaît également la force de ces jeux, l'addiction qui en découle, et à des âges qui ne sont pas forcément, puisque je crois qu'il y a une étude qui montrait également que les plus jeunes, entre 18 et 25 ans, sont beaucoup plus influençables et beaucoup plus susceptibles de se rendre sur ces sites de paris sportifs que d'autres. Donc ça touche une population qui est très précaire. Raison pour laquelle Olivia Petit plaide pour la mise en place de logos sur l'âge requis pour regarder telle ou telle vidéo, des logos ou messages de prévention que l'on retrouve d'ailleurs dans la publicité dite classique. Finalement, le marketing d'influence n'a rien inventé d'ailleurs, il ne fait que prolonger des méthodes de publicité déjà connues chez les célébrités. Oui, c'est Michael Korchak qui nous explique ça. Michael Korchak, il est enseignant-chercheur spécialisé dans la communication et le marketing d'influence à Cambridge Business School. Et donc ce dernier nous explique qu'en fait, ce marketing d'influence n'est pas du tout apparu avec les réseaux sociaux, mais est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Il prend l'exemple notamment de Sarah Bernard qui à la fin du 19e siècle faisait la pub pour une poudre de riz appelée la Diafrane. Et finalement, 150 ans plus tard, ce type de communication existe toujours, mais c'est adapté. Le marketing d'influence, c'est là où c'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que les marques aujourd'hui, elles utilisent des stars pour vendre leurs produits. Les stars d'aujourd'hui, ce sont les influenceurs. Les stars d'avant, c'était les actrices. Et donc, en fait, ils ont juste changé le média. Aujourd'hui, ça se fait par les réseaux sociaux. À l'époque, ça se faisait par des pubs, des affiches, mais qui utilisaient l'aura ou l'image en tout cas d'une star identifiable par les consommateurs. Mais l'avantage avec les réseaux sociaux, c'est que les publicitaires ou du moins les agences qui font le placement de produits connaissent très bien leur cible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut avoir bien sûr un petit socle d'abonnés pour pouvoir permettre d'animer une communauté, mais que c'est pas forcément les méga influenceurs qui sont les plus recherchés par les marques, parce que justement on parlait de la cible, et les méga influenceurs, dans leur lot d'abonnés, va y avoir des personnes qui ne vont pas être intéressées par leur contenu, ça va pas être ciblé, alors que finalement on voit que les marques s'intéressent aux micro-influenceurs, et ils représentent 91% je crois justement des posts sponsorisés, parce que leur cible, leur communauté va être beaucoup plus fidèle à ce qu'ils postent. La proximité est beaucoup plus proche entre l'influenceur et l'influencé, ou en tout cas le consommateur, et du coup ces micro-influenceurs ils ont une bien meilleure interaction et du coup un bien meilleur retour sur la vente que ces macro-influenceurs qui ont beaucoup plus de mal, on va dire, à toucher leur cible. Des pratiques qui peuvent poser question, alors qu'il existe pourtant un mode de régulation. Et c'est là où, justement, le problème se pose, c'est que y a une obligation, normalement, pour les influenceurs d'indiquer lorsqu'un post est sponsorisé. Et une étude qui est citée justement par Michael Korchak qui montrait que 43% des publications qui avaient été analysées n'indiquaient pas que c'était un contenu sponsorisé. Vu ce constat, est-ce que le législateur veut resserrer la vis ? Les députés reviennent à la charge puisque Aurélien Taché, député écologiste, va déposer une nouvelle proposition de loi pour encadrer les pratiques du secteur des influenceurs sur les réseaux sociaux et mieux protéger ainsi les influenceurs, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il n'y a rien aujourd'hui qui permet de réguler les relations entre les influenceurs, notamment les agents et les marques, et que du coup ça amène à des produits qui sont proposés, qui ne sont pas fiables quelquefois, qui sont dangereux pour le consommateur également, et il veut encadrer tout ça pour pouvoir proposer quelque chose de fiable et d'identifiable par les consommateurs. Merci Rémi Simon Pietri, merci Christelle Carmona pour ces précisions sur le business des influenceurs et son impact sur le public. Bande passante, c'est le podcast hebdomadaire de la Provence, un podcast à retrouver sur les plateformes habituelles de diffusion et sur le site internet de laprovence.com.